RMC, After Espagne. Nicolas Jamin. Salut à tous, bienvenue dans l'After Espagne, heureux de vous retrouver en podcast audio et en vidéo sur vos box SFR, Free, sur vos télés connectées, sur l'appli RMC BFM Play et bien sûr sur la chaîne YouTube de l'After. Avec moi cette semaine, mon ami du lundi soir, Hola Chico Hermel. Hola chicos. Je l'avais jamais fait encore, voilà. C'est beau, c'est beau. Ça va ? Ça va et toi, t'es en C'est forme bien, derrière toi il y a le maillot, le plus beau maillot du Real qui est Je vois pas. l'autre, c'est le maillot du morado, tu vois, de violet, très beau. qui est historiquement le deuxième maillot du Real derrière le blanc. C'est très très beau. Ça c'est la merengue, ça. Ça c'est les merengues. Les vrais. Les vrais merengues, c'est merengues. blanc, et puis derrière tu as le maillot de la Castille et de la Deuxième République espagnole. Rémi Dumont est là également cette semaine. Salut Rémi. Bonjour tout le monde. Et on a un invité Ça va exceptionnel dans l'After Espagne, Thierry Barnera, expert gardien de but auprès de la FIFA et analyste vidéo personnel de Thibaut Courtois. Bonjour Thierry. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous l'avez compris, on va parler de porteros, c'est comme ça qu'on dit Fredo. Porteros, exactement. Les gardiens espagnols, mais surtout les gardiens de la Liga. Avec cette question cette semaine, sont-ils les meilleurs gardiens du monde ? Et également, la Liga est-elle le championnat qui a hébergé dans son histoire les meilleurs gardiens de l'histoire ? On va débattre ensemble de Luis Arconada à Thibaut Courtois, d'Andoni Zubizarreta à Jan Oblak, de Victor Valdés à Ter Stegen. On va aussi faire de l'histoire cette semaine dans l'After Espagne. C'est parti. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on a envie de connaître votre histoire, votre parcours Thierry. Comment un Suisse qui n'a jamais été gardien mais défenseur se retrouve aujourd'hui expert FIFA du poste et conseiller depuis quasiment 5 ans de l'un des plus grands gardiens de l'histoire du football, Thibaut Courtois ? Ça fait 30 ans que je suis dans le football professionnel au niveau des gardiens de but. Je me suis blessé rapidement quand je jouais. Donc ça m'a permis de vite faire certains diplômes pour les équipes. Et après j'ai trouvé que le gardien était seul, donc il fallait un peu s'occuper de lui, de regarder un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et j'ai commencé à étudier beaucoup au niveau de technique et après au niveau de la tactique et tout s'est enchaîné. Après j'ai un parcours qui est près de 20 ans dans les clubs pro et 10 ans avec la Fédération suisse de foot, autant avec les sélections nationales que pour créer la formation et développer la formation des entraîneurs de gardiens. Alors comment s'est fait la connexion avec Thibaut ? J'ai quitté le groupe Ineos qui avait racheté le Zansport et j'ai dit je ne travaillerai plus pour une entité, je serai là par mandat. Et là j'ai une société belge qui m'a contacté qui s'appelle Keep Expert avec qui j'ai développé des analyses et surtout des tests pour observer et évaluer les gardiens. Et le papa de Thibaut Courtois était assez proche de la personne qui était responsable de cette société. Il savait que je faisais certaines analyses qui étaient peut-être un peu différentes de ce qui se fait ailleurs. Et c'est comme ça que le contact s'est fait. Voilà, exactement. Et Thierry, il m'a demandé d'envoyer 10 analyses de match qui avaient été réalisées par Thibaut. Et suite à ça, on s'est revus en Belgique. Je lui ai présenté le projet que je pensais qui pouvait être intéressant au niveau tactique. Et voilà, tout s'est fait. J'ai eu Thibaut rapidement avec lui en visio et après on a commencé notre collaboration et maintenant on est à 203, 204 matchs analysés. Ça fait plus de 4 ans que vous travaillez ensemble. Après les matchs à chaque fois, vous livrez une analyse et vous en parlez ensemble, c'est bien ça ? Oui, après le match, donc j'attends 3-4 heures pour récupérer le match sur une plateforme. Alors évidemment que quand il joue et que le match se finit à 23 heures, je vais pas la prendre à 3 heures du matin parce que faut être un peu aussi cohérent. Mais vers 6-7 heures, je le prends, j'analyse, je fais un montage, je prends les actions qui sont intéressantes, sur lesquelles on doit discuter ou surtout quittancer du magnifique travail qui est réalisé. Et puis après, je prends un soft et là-dessus, je mets des commentaires, des illustrations et j'envoie tout ça rapidement par WhatsApp pour que lui puisse le prendre quand lui est aujourd'hui prêt et ouvert à avoir cette analyse. C'est ça qui est important parce que jouant tous les 3 jours, c'est quand même une charge émotionnelle énorme, de concentration aussi, une fatigue mentale. Il faut qu'il soit disponible mentalement pour pouvoir regarder l'analyse et après m'envoyer un retour par WhatsApp. Ça veut dire que vous avez déjà fait l'analyse du quart de finale retour contre Arsenal, Rémi, j'imagine. Ouais, et puis j'avais une question pour Thierry. Du coup, la Panenka loupée de Bukayo Saka sur penalty, vous l'aviez anticipé ? Ça s'est préparé comment on va dire ce fait de match-là ? Alors attention, c'est très important. Moi, je prépare pas le match. Moi, j'analyse. Oui, mais vous le conseillez, donc j'imagine que sur les pénaux. Luis Lopez qui prépare le match et qui amène toutes les informations. Après, le penalty, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Ça reste un duel d'abord psychologique et après c'est l'instant T.
On a beau savoir que le frappeur a frappé peut-être les 10 dernières fois à droite, c'est pas pour ça qu'il va frapper à droite ou qu'il va choisir le côté gauche. Après, il y a un gros travail qui se fait au niveau de la pression et surtout la gestion émotionnelle de l'instant T. Thierry parle de Luis Llopis, qui est le préparateur des gardiens du staff de Carlo Ancelotti, et qui était aussi du temps de Zidane. Basque, qui a travaillé aussi beaucoup à la Real Sociedad. Très bon mec et très bon préparateur de gardiens. Alors Thierry, on va vous demander de vous mouiller également dans ce... Allez-y. Oui, cette image, je profite de rebondir sur cette image, elle est magnifique parce qu'on voit aussi l'intelligence du gardien de but. Il faut aussi avoir la coordination et la souplesse pour le faire. Mais quand il voit qu'il va faire la Panenka, il ouvre le bras, mais regardez la jambe à quelle hauteur elle est. C'est incroyable. Pour fermer l'autre espace. Et ça, il a sorti aussi un penalty du pied il y a 2 ans à peu près. Ça, c'est toute l'intelligence de Thibaut. Non seulement il y a toutes ses facultés techniques, physiques, mais aussi cognitives. Et cette capacité d'amener son corps dans le bon espace. Et là, vous voyez très bien, c'est qu'il voit qu'il va faire une panenka, il ne sait pas exactement où elle va partir, mais au moins il sait qu'avec sa main et son pied, il va fermer un maximum d'espace. Et ça, c'est une preuve d'intelligence extraordinaire. C'est passionnant, les gars. Hein. Image à l'appui. Le photographe, il peut prendre les photos sont superbes. Cachet, là, ouais. Sont absolument superbes. Alors, vous allez vous mouiller aussi avec Fred et Rémi, puisqu'on va parler des gardiens de Liga aujourd'hui. Tiens, d'abord le présent, avant de parler de l'histoire dans quelques minutes, bien sûr. Tiens, quel est votre gardien ? Tiens, quel est ton gardien de la saison pour toi en Liga, à quelques journées de la fin du championnat d'ailleurs, Fred ? Alors, il n'est pas dans sa meilleure période, mais c'est l'occasion de rendre hommage à Jan Oblak, le gardien de l'Atlético, parce que je pense qu'aujourd'hui, son niveau a baissé par rapport à sa grande période, mais je pense que c'est le gardien mondialement sous-coté par excellence. Il y a 4-5 ans, il a été par moments, dans certains matchs, le meilleur gardien du monde. C'est-à-dire que, vous savez, tous les exploits de Simeone, ses victoires 1-0, ses clean sheets. Quand on regarde de près, on voit qu'il y a 3-4 arrêts exceptionnels de Jan Oblak. Moi, je me souviens d'un match, je crois que c'était contre le Bayer Leverkusen, j'étais à Calderon, où il fait un triple arrêt exceptionnel. Enfin, ça a été un gardien qui, s'il avait eu une autre nationalité, c'est-à-dire une sélection bien plus présente... S'il est italien... Il est italien, il est français, espagnol, etc. On l'aurait présenté comme l'un des plus grands gardiens du monde. Tout simplement parce que quand tu es slovène, tu joues pas l'Euro, ou très rarement, et tu joues jamais le mondial, tu vois. Donc c'est la raison pour laquelle je veux simplement rendre hommage à Jan Oblak, justement au moment où il reste l'un des tout meilleurs gardiens de Liga. Il n'est pas le meilleur parce que c'est largement Thibaut Courtois, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais au moment de choisir, je voudrais tirer un petit coup de chapeau à Jan Oblak. La longévité, 11e saison avec les Colchoneros, 486 matchs sous le maillot de l'Atlético, et élu 5 fois meilleur gardien de Liga. Tu l'as dit, moins valorisé que les autres, mais lui aussi, quand il arrêtera, il faudra lui rendre un immense hommage. Exactement. Oui. Peut-être presque à la hauteur d'Antoine Griezmann. Jan Oblak, Thierry, votre regard là-dessus également. C'est un gardien que vous observez beaucoup, j'imagine, pour sa longévité. Il est arrivé du Portugal. Et à l'époque, d'ailleurs, Fred, on n'était pas convaincus. Au bout de 3 mois, l'Atlético est à 2 doigts de renégocier avec le Benfica pour le renvoyer, quoi. Voilà. Et t'imagines l'erreur qu'ils auraient pu commettre à l'époque. Qu'est-ce que vous en pensez de Jan Oblak, son évolution également et de son statut dans la hiérarchie très, très haute des gardiens de foot européens ? Mais je pense que vous avez résumé vraiment Oblak aujourd'hui, c'est que c'est un très grand gardien. Certainement que s'il avait une autre nationalité qui serait dans les 3 ou 4 grandes nationalités du foot européen et mondial, il aurait aussi une autre image de lui. Comme vous l'avez dit précédemment, je pense que maintenant il est un peu sur sa phase descendante. Il a moins de régularité dans la performance. Il peut faire des super matchs et des fois il est un peu moins régulier et moins performant. Mais c'est quelqu'un qui a fait une carrière magnifique. Il a 32 ans, il n'est pas si vieux que ça. La seule chose qui le différencie par exemple avec Thibaut aussi, qui paraît anodin mais que je pense pour moi important, c'est qu'il a une taille suffer de 1,88. Et aujourd'hui, c'est pas forcément le plus simple pour un gardien de 1,88. Et ça paraît bête, mais quand on fait 2 mètres, c'est beaucoup plus simple pour beaucoup de choses, notamment pour des duels, mais pas des duels quand on est dans les airs, avant déjà. Quand on doit s'imposer physiquement dans le box ou dans les 5,50 m, c'est toujours important d'être grand et de peser assez lourd. 1m88, ça aurait été grand il y a 20 ans sur un terrain. Casillas, il mesurait. Mais bien sûr. Qu'on vérifie, il ne mesurait pas un 88. Non, Casillas, mais je crois qu'il a un 84 ou 85 Casillas. Mais ça a beaucoup changé. D'ailleurs, Thierry le sait peut-être.
sur Thibaut Courtois, le Real n'a pas eu de doute. Mais pendant de nombreuses années, notamment le président Pérez, ne voulait pas de grands gardiens, parce qu'il considérait que les grands gardiens n'étaient pas bons en bas. Voilà. Donc, il y a une évolution. Hein. Il a compris après, il est fan de Thibaut Courtois. Mais pendant de nombreuses années, les gardiens du Real n'étaient pas très très grands. 1,82, hein, Casillas. Et tu vois, c'est ça aujourd'hui, il encore n'aurait pas plus, sa place dans la cage du Real. Jamais. Et alors que, tu vois, Diego Lopez était un petit peu plus grand. Il était en concurrence avec Casillas, mais Casillas, il avait quelque chose de plus qui fait que finalement, c'est tout. Enfin, sauf à l'époque Mourinho, ça s'est un peu battu. C'est Casillas qui s'imposait, quoi. Rémi, quel est ton gardien Liga saison 2024-2025? Moi, c'est le Géorgien de Valence, Mamardashvili, que je trouve aussi sous-coté. Bon, après, parce que, bon, évidemment, comme on le disait aussi pour Oblak, il est géorgien. S'il était italien, espagnol ou une autre nationalité un petit peu plus grande dans le foot, évidemment, on en parlerait plus. Mais en termes de stats, je regardais sur ces 3 derniers matchs de Liga, donc contre Mallorca, le Real et le FC Séville, c'est 1 but encaissé, 15 arrêts et 3,25 buts évités, justement, par son talent. Et puis surtout, à l'Euro 2024, c'est c'est le gardien qui a fait le plus d'arrêts, 29 à l'Euro. Je trouve que voilà, c'est un gardien qui est sous-coté et qui est extrêmement performant, parce que Valence, c'est pas non plus le club le plus solide défensivement de Liga, donc forcément il est sollicité, d'où le nombre d'arrêts, mais d'où surtout le nombre de buts évités sur les 3 derniers matchs, notamment 3,25. C'est aussi un jeune gardien qui a que 24 ans, il va sûrement quitter Valence l'été prochain. Oui. Il y aura des propositions. C'est aussi, Thierry, le prototype du gardien moderne, contemporain, 1m97 en l'occurrence, hein, et une vraie agilité. Bon, je pense qu'il est pas sous-coté. Juste pour une parenthèse, j'ai fait la moyenne de la taille des gardiens qui sont titulaires en Liga. Vous pensez qu'elle se situe à quelle... C'est une bonne question. Un 92, 90 ? Ouais, vous n'êtes pas loin. Ouais, alors, vous êtes pile dedans, 1,91. Ouais, voilà, c'est ça. La moyenne. Hein. C'est dingue. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de mecs au-dessus d'un mec 91, quoi. C'est ça que ça raconte, quoi. Maintenant, pour reparler de ce gardien que je trouve très prometteur, mais il est jeune. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on l'a mis un peu de côté. C'est qu'il doit écrire son histoire. Il a à peine 24 ans. Il vient d'être international. Il a fait, pour moi, une belle mise en valeur au championnat d'Europe. Oui. Et aujourd'hui, il va s'exprimer. Sauf erreur, il est proche de Liverpool. Oui, il est sous contrat encore avec Liverpool. Il est prêt à Valence. Liverpool. Voilà, exactement. On est d'accord. Donc, je veux dire, c'est un avenir magnifique. Il est encore inconstant. C'est là-dessus qu'il doit faire attention. Il fait des fois des erreurs du pied qui peuvent coûter cher, etc., etc. Mais il est dans une phase extrêmement intéressante parce qu'à 24 ans, c'est jeune pour un gardien de but. Et aujourd'hui, on doit encore construire sur sa régularité dans la performance. Ouais, 1,97, hein, tu disais, Fred, à l'instant, à une époque. Même Florentino Pérez disait non, c'est trop grand pour moi. Trop grand, c'est pas bon, c'est pas bon sol. Oui. Exactement, c'est plus le cas aujourd'hui. Nous, on est frappés de voir que des gars qui font quasiment 2 mètres, Thierry, vont aussi vite que des gardiens type Casillas au sol désormais. Oui, mais regardez aujourd'hui Thibaut, quand on doit être très bas et très proche du sol quand le joueur est entre 7 et 10, 11 mètres de nous. Si j'ai pas les mains proches du sol, je suis incapable de pouvoir aller très vite et puis de faire l'arrêt décisif. Et regardez Thibaut qui fait 2 mètres, ses mains sont à peine à 20 cm du sol avant le départ du ballon. Sur ces situations-là. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement rapide. Et ça, aujourd'hui, c'est tout un travail qui a été fait tactiquement. Donc, aujourd'hui, d'avoir 2 mètres, c'est un atout énorme en termes d'envergure, en termes de duel physique, comme j'en ai parlé auparavant. Et si aujourd'hui je suis capable de répondre tactiquement à l'exigence de l'action, eh ben, je vais pouvoir profiter aussi de cette vitesse et de cette envergure. Rémi. Oui, Thierry, c'est quoi pour vous la plus grosse qualité de Thibaut Courtois ? C'est la régularité dans la performance. Je veux dire, c'est quand vous regardez, si vous regardez sur une saison, il est alors c'est mes stats, hein, mais aujourd'hui il est à presque 2 arrêts décisifs par match, décisif, hein, pas un arrêt décisif, donc un arrêt qui est compliqué. Et c'est très rare d'avoir un ratio comme ça. Et c'est cette régularité, et très rarement il fait une erreur qui coûte un but. Alors comment il a construit cette régularité justement ? C'est un travail, une approche quasi scientifique du métier, de la discipline de gardien ? D'abord, c'est une rigueur énorme. Je veux dire, déjà depuis son plus jeune âge, il a fait énormément. Son papa l'a amené aussi dans différents sports, et ce qui est une façon pour moi très intelligente, parce qu'on travaille aussi beaucoup l'aspect de coordination et cognitive. Le volley, non ? Parce que la sœur joue au volley, donc. Le papa est un ex-international de volleyball aussi. Donc il a fait du volley, du beach volley, du tennis et du foot.
Donc ça montre tout le développement après sur l'aspect cognitif. Et puis surtout l'aspect de la coordination. C'est qu'il a 2 mètres, il a une super coordination. Et après, c'est une rigueur, une volonté de toujours progresser. Comment vous expliquer qu'il y a 4 ans, il se dit tiens, peut-être qu'il faut que je regarde avec quelqu'un pour aller plus loin dans l'aspect tactique, alors qu'il est déjà dans le top goalkeeper. Et il va chercher, parce que sans cesse, il veut chercher des possibilités de pouvoir progresser sur un détail, 2 détails, etc. Et je pense que sa plus grande faculté, c'est le travail et de toujours être omnibulé par la progression. Fred. Oui, et puis il y a un changement culturel au Real qui avait toujours de gros problèmes sur le coup de pied arrêté, de jeu dans les airs. Le Real avait besoin d'un gardien qui s'impose réellement sur coup de pied arrêté. Et ça, Thibaut Courtois, de par son envergure et son assurance, a changé beaucoup de choses. Le Real est un club qui prenait beaucoup de buts sur corner et coup franc. Santiago Canizares, légende gardien Liga, a déclaré récemment que Courtois est pour lui le Léo Messi des gardiens dans l'histoire du foot. Ça pourrait être l'objet d'un débat plus tard dans l'After Espagne. Rémi, est-ce que les chiffres montrent qu'il est le meilleur cette saison en Liga, justement ? Alors, on a fouillé et il y a plusieurs lectures possibles. La première, c'est celle en Liga. C'est par exemple le 3e meilleur gardien derrière Oblak et Hagi Rezabala au pourcentage d'arrêt. 76% pour le gardien belge. Après, je parle sous le contrôle de Thierry qui a ses propres stats. En Europe et notamment en Ligue des Champions, pas de débat. Courtois est le gardien qui réalise le plus d'arrêts, 52. Et selon le dernier rapport du CUS, Courtois est le 3e meilleur gardien au monde, derrière Donnarumma numéro 1 et Sommer de l'Inter au ça va faire bondir Thierry, deuxième au classement. Ce classement est fait en fonction de critères assez particuliers et peut-être même farfelus, puisqu'il est fait en fonction du niveau moyen des matchs, du résultat des matchs et de l'écart entre le pourcentage d'arrêt réalisé et le pourcentage d'arrêt projeté. C'est un peu farfelu, mais voilà ce qui donne ce classement. Je suis sûr que Thierry, vous le trouvez hyper pertinent, ce classement. Donnarumma est meilleur que Thibaut Courtois. Alors, vous savez, on discutait de ça une fois avec Arsène Wenger. Trop de statistiques tue la statistique, et la mauvaise statistique, ça devient péjoratif. Pourquoi je dis ça ? Parce que justement, quand ils ont fait ce classement-là, ils ont pris aussi les clean sheets et aujourd'hui toute la capacité défensive de l'équipe. Et tout ça ne correspond pas. Ça veut rien dire clean sheet, en fait. C'est une stupidité. Donc voilà, moi je fais très attention à tous ces classements. On essaye justement de mettre en place en ranking et puis une évaluation pour la FIFA par rapport à ça, pour qu'il soit quelque chose qui reflète la réalité d'un match. Bien sûr. Je vois Jan Oblak, par exemple, c'est 12 clean sheets cette saison en Liga. Il s'appuie sur la 2e meilleure défense de Liga, l'Atlético de Madrid, qui n'est pas, bien sûr, l'unique responsable. Fred, je suis désolé, mais là, on parle depuis tout à l'heure des meilleurs gardiens de Liga. Il n'y a pas un Espagnol. Ah ouais. La réalité, elle est là. On parle d'un Slovène, on parle d'un Belge. Il y a Unai Simon, quand même. Oui, tu le mets top 3, il est champion d'Europe, top 3 Liga, oui, aujourd'hui, sincèrement. Club de Bilbao. Il y a Unai Simon. Il y en a un qui est titulaire dans un grand club également, mais il joue pas en Liga, il joue Arsenal, David Raya. David Raya, oui, notamment. Bien sûr. Comment on l'explique ça ? L'époque des Canizares, des Casillas, des Victor Valdés, c'est révolu. C'est conjoncturel parce c'est une époque comme ça, aussi parce que les clubs espagnols restent des clubs qui attirent les grands gardiens, tout simplement. C'est-à-dire que c'est un championnat. On a toujours beaucoup aimé les gardiens en Espagne. C'est-à-dire que c'est un poste qu'on a toujours mis en valeur. D'ailleurs, on va peut-être l'évoquer. Il y a un prix spécial. Depuis la formation. Oui, c'est-à-dire que c'est un pays où on aime les gardiens. On parle beaucoup des gardiens. On les critique beaucoup. On les met vraiment en valeur. C'est-à-dire qu'il y a quand même en France, quand t'es nul, on te met gardien. En Espagne, c'est pas le cas. Quand t'es petit. Non, les gardiens, c'est quelque chose. Ça a dû changer quand même depuis, j'imagine. Oui. Puis il y a cette grande tradition des gardiens basques en Espagne, quoi. Donc voilà. Non. Je pense que c'est simplement conjoncturel parce qu'on voit que dans plein de petits clubs, il y a de très bons gardiens. Rappelez-vous, j'étais le premier à dire que le niveau de la Liga avait baissé. Il y a 3-4 ans, on était vraiment au creux de la vague. Il y avait un domaine dans lequel il n'y avait pas de souci, c'était le domaine des gardiens, où le niveau de performance restait très élevé par rapport aux joueurs de champ. Pour rejoindre ce que dit Fred, j'ai regardé les 3 gardiens qui étaient sélectionnés au dernier Euro 2021 que l'Espagne a remporté. Il y a Unai Simon avec Bilbao, il y a Raya Arsenal et Remiro avec la Real Sociedad. Sur les 20 gardiens les plus utilisés en Liga cette saison, parce qu'il y a 20 équipes, donc c'est quasiment les 20 gardiens titulaires, il y a 9 Espagnols. Soria de Retafe, Garcia de l'Espagnol, Herrera de Osasuna, Remiro de Sociedad, Gaïta de Vigo, Sivera d'Alaves, Condé de Villarreal, Peña de Barcelone qui est le 2e gardien. Iñaki Peña, ouais. Maintenant, il joue plus beaucoup. Mais... Voilà. Et Unai Simon. En France, à titre de comparaison, sur les 18 gardiens du championnat, il y en a 9 qui sont français. Bon, j'ai pas cité Chesney également, qui est arrivé, sorti de la retraite pour redevenir le gardien qu'il était, qui est exceptionnel avec le Barça. Qui est incroyable, et on se demande même aujourd'hui que va-t-il se passer quand Ter Stegen va revenir de sa blessure. Ouais. Thierry, est-ce qu'il y a une école de gardiens espagnols, un style propre au pays ?
Oui, d'abord, il faut savoir qu'il y a une super école qui est faite, qui a été mise en place. D'abord, une super formation pour les entraîneurs de gardiens depuis plus de 15 ans. Et aujourd'hui, elle est là, elle est présente et on voit qu'il y a un suivi qui est énorme. Et quand vous regardez les statistiques, j'ai bien aimé aussi que vous disiez qu'il y avait 9 gardiens espagnols seulement qui jouaient dans le championnat. Parce que moi, j'ai fait la même statistique. Mais ce qu'il faut regarder, combien de gardiens espagnols jouent dans les plus grands championnats européens? C'est ça la grande différence. Parce que si vous regardez, par exemple, en France, vous n'êtes pas loin de cette proportion au niveau des gardiens français et des gardiens étrangers. Mais vous avez très peu de gardiens français qui jouent aujourd'hui à l'étranger. Et on a Mac Maignan, en fait. Hein. Exactement. Alors qu'en Espagne, c'est pas le cas. Il y a beaucoup de gardiens espagnols qui s'exportent. Donc ça veut dire qu'il y a une qualité énorme et qu'aujourd'hui, on peut répondre à un besoin pour la Liga, mais que comme le foot aussi a bien changé, qu'on l'a noté pour plein de raisons, eh ben, on s'exporte aussi plus facilement. Bon, la question qui nous réunit, c'est celle-ci. La Liga a-t-elle la plus grosse densité de très bons gardiens dans les championnats européens? On va en citer quelques-uns. Quel est votre regard là-dessus? Justement, vous disiez, non seulement ils s'exportent, mais aussi on a des tauliers, évidemment. Si on compare avec l'Allemagne, l'Italie, la France... En termes de stats, par exemple, on s'est amusé à regarder. Sur la Ligue des Champions, la nationalité des gardiens, cette saison, c'est l'Allemagne qui est le pays le plus représenté avec 10 gardiens allemands titulaires et remplaçants. À titre de comparaison, l'Espagne, c'est 4 gardiens. Donc Raya, Pau Lopez, Peña et Martinez. Et la France, c'est 3 gardiens avec Maignan, Chevalier de Lille évidemment, et puis Couder à Brest. Et si on parle de la Liga aujourd'hui, est-ce que vous considérez, Thierry, que c'est le championnat qui héberge le plus de très bons gardiens? Je ne parlerai pas de championnat, je parlerai juste vraiment de la qualité des gardiens de but et aussi, et ça c'est important, de la culture qui est footballistique. C'est que maintenant la culture espagnole a beaucoup poussé et on voit l'ensemble des championnats qui jouent selon une culture qui était promise depuis plus de 20 ans sur la ressortie de zone 1, etc. Mais ça, c'est pas anodin. Ça veut dire que les gardiens espagnols, tous travaillent beaucoup le jeu au pied au départ. Et oui. Tous, pour pouvoir répondre à l'exigence de l'ensemble des coachs. De construction de par derrière, oui. Exactement, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc c'est clair que eux, ça les favorise aussi pour pouvoir partir à l'étranger avec évidemment toutes les autres ratios qu'on a besoin pour la performance. Mais ça, c'est pas anodin. C'est pour ça qu'on ne doit pas dire que la formation espagnole est la meilleure qu'en Europe. Elle est aujourd'hui, par le flux tactique qui a été mis en place par les entraîneurs d'équipe et les entraîneurs de gardiens, favorise après leur exportation. C'est aussi le résultat de l'école barcelonaise, on va le dire encore une fois, la relance de derrière, au pied, propre. Et parce que les critères pour tous les joueurs de foot en Espagne, c'est d'abord la technique. C'est-à-dire quelqu'un qui est manchot avec les pieds. Le rapport au ballon. Et le rapport au ballon en Espagne, mais depuis toujours, mais ça a toujours été comme ça. Donc ça se sent aussi chez les gardiens. Faisons un peu d'histoire pour terminer cet After Espagne avec Thierry, Fred et Rémi. Quels sont selon vous les meilleurs gardiens de l'histoire de la Liga? Tiens Fred, je me tourne vers toi. Tu as passé 29 ans en Espagne. Oui. Qui est considéré comme tel en Espagne aujourd'hui? On peut en citer Valdés, Canizares, Casillas, Arconada, Ricardo Zamora, dont le trophée porte le nom. Automatiquement, moi, j'ai tellement vu d'exploits de Casillas, incroyable. Casillas faisait des trucs, et même c'est très difficile parce que j'en avais discuté une fois avec un préparateur de gardien qui me disait Diego Lopez est meilleur techniquement que Casillas. Sauf que Casillas est meilleur parce qu'il a culo. C'est une façon de dire il a du cul. La baraka. Mais il a quelque chose. Il a du charisme aussi. Il a quelque chose qui fait que techniquement, il n'est pas toujours le meilleur, mais il fait des exploits incroyables. Simplement, je voudrais citer un gardien, Luis Arconada. Ah bah nous on le connaît bien en France. Voilà, parce que tout le monde se souvient à cause de l'Arconade. Cette erreur, cette bourde sur le penalty, sur le coup franc de Michel Platini, l'Euro 84, qui a entaché la carrière d'un des plus grands gardiens espagnols de l'histoire, gardien basque, qui fait un Euro exceptionnel. Et si l'Espagne est en finale Euro, c'est grâce à Arconada. Sauf que cette bourde maquille mal une très belle carrière, donc un hommage à Luis Arconada. Oui, enfin, moi, Thierry, j'ai pas vu Thibaut Courtois faire une telle toile comme celle d'Arconada dans sa carrière. Oui, bon, après, ça peut arriver, hein, je veux dire... il est pas à l'abri, Thibaut Courtois aussi? Mais personne n'est à l'abri. On peut faire une erreur de main et puis malheureusement être à l'origine ou responsable d'un but. Parce que vous pouvez, ça va tellement vite. À un moment donné, on peut faire une erreur. Tout le monde a fait des erreurs. C'est dommage, mais ça fait aussi, et moi je trouve c'est ce qui est extraordinaire dans ce poste de gardien de but, c'est que on peut faire 10 erreurs magnifiques, on fait une erreur, tout le monde va se souvenir de cette erreur-là. Et ça résume bien aujourd'hui la pression psychologique qu'on a et ce qu'on doit aujourd'hui, à quoi on doit répondre.
Parce que ne serait-ce que tout ce qu'on a parlé auparavant de toutes ces caractéristiques nous devons avoir, en plus de ça, émotionnellement, on doit être très très fort. Alors, on a cité beaucoup de grands gardiens de l'histoire de la Liga. Lequel vous voulez retenir, vous Fred parlait de Casillas, Victor Valdés, Canizares, Arconada, Ramayet également, pour les plus anciens, à Barcelone pendant 15 ans. Lequel vous voulez retenir, Thierry? Moi, je retiens Casillas, sans hésitation. Pourquoi? Pas parce qu'il est de Madrid, parce que je pense que lui... Valdés était énormément mis en avant aussi, de par aussi de nouveau le jeu de Barcelone. Par contre, la performance pour moi de Casillas était exceptionnelle tant au club qu'en équipe nationale. Il a une régularité incroyable. 1m82, on l'a dit, aujourd'hui il n'aurait pas sa place au Real, ni dans quelconque grand club européen, on est d'accord? Oui, mais parce que tout ça a changé. Avant, il y avait très peu de joueurs qui faisaient plus d'un 90. Aujourd'hui, dans chaque équipe, vous avez 2 à 3 joueurs qui font plus d'un 90. Donc le box, c'est compliqué d'être dedans en faisant 80 ou 81. Regardez Yann Sommer quand il joue puis qu'il y a des corners. C'est difficile pour lui. C'était passionnant, Thierry Barnera, de vous avoir avec nous pour parler des porteros espagnols et pas que, les plus grands gardiens de l'histoire de la Liga. Merci à vous. Je sais qu'on peut vous retrouver notamment sur vos réseaux sociaux, Thierry Barnera, donc conseiller spécialiste gardien auprès de la FIFA et auprès de Thibaut Courtois et d'autres gardiens dont vous taisez le nom pour le moment. Merci encore, Thierry. À très vite sur RMC et dans l'after. Merci, Fredo. On s'est régalé encore une fois. Et merci Rémi. Merci à tous. Merci également à Axel Benchina et toute l'équipe autour de lui, toutes ses équipes, bien sûr, car ils sont très très nombreux. Mais il y a du monde derrière. De plus en plus, ils sont une trentaine derrière moi là. Il y a l'effectif de Chelsea derrière. Voilà, ça sonne pas vide là. On a nos propres analystes derrière. Exactement, ça bosse. On reçoit des WhatsApp et tout ça. C'est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. RMC After Espagne.